Ne poste aucune photo de nous. Je veux que mon ex pense que je suis célibataire, a-t-elle dit avant une soirée. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement fait mes valises et je suis parti. Elle est rentrée à 2 heures du matin pour trouver un placard vide. Mon mot, maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant. L'odeur de son parfum m'a frappé en premier. Pas la vanille douce et familière qu'elle portait la plupart du temps, mais quelque chose de piquant et de cher, un flacon d'échantillon qu'elle avait gardé. J'ai levé les yeux de mon livre. Chloé était encadrée dans l'embrasure de la porte de la chambre, éclairée par la lumière de la salle de bain dans une robe que je n'avais jamais vue. Elle était noire, courte, et tenue par ce qui ressemblait à de l'espoir et 2 fines bretelles. La robe de soirée entre filles, comme elle l'avait appelée à l'arrivée du colis. Mais la préparation de ce soir avait l'intensité concentrée d'une campagne militaire. Depuis 2 heures, c'était le sifflement du fer à lisser, le cliquetis des pots de maquillage, le doux tapotement d'un pinceau contre sa joue. « Tu as de l'argent liquide ?» demanda-t-elle, sans me regarder, se tournant pour examiner son reflet dans le miroir du couloir. « Je ne veux pas emporter tout mon sac à main. »« Le portefeuille est sur le comptoir, dis-je, d'une voix neutre. J'avais appris ce ton. Toute pointe de curiosité pouvait être interprétée comme du contrôle. Toute offre d'aide pouvait être perçue comme un doute. Elle passa devant moi, un tourbillon de parfums et de tissus bruissants, ramassant quelques billets. Merci. Je serai probablement en retard. Sarah veut en faire une vraie soirée. Sarah. Le nom était comme un signal. Sarah était la rigolote. La célibataire. Celle qui avait récemment commencé à fréquenter le groupe de Marc. Marc, l'ex de Chloé de la fac. Celui qui ne s'était jamais vraiment engagé. Le type presque qui entrait et sortait de sa vie comme une chanson entraînante mais toxique. Son nom avait recommencé à apparaître dans ses anecdotes depuis un mois. Toujours avec un roulement des yeux, un soupir. PFF, tu peux croire qu'il... Je pouvais le croire. Marc était un fait de la nature, comme une tempête récurrente. Elle était presque à la porte, consultant son téléphone, un petit sourire d'anticipation sur ses lèvres brillantes. Puis elle s'arrêta. Elle se tourna. Le sourire se transforma en quelque chose de plus théâtral, une expression de préoccupation décontractée. Et, dit-elle en revenant vers moi. Elle se percha sur la coudoir de ma chaise, l'odeur de son parfum maintenant écrasante. Elle posa une main sur mon épaule. Elle semblait être un accessoire. Alors, ce soir, commença-t-elle, sa voix prenant un ton confidentiel, si tes amis voient des publications ou quoi que ce soit de la boîte de nuit, ne poste aucune photo de nous. D'accord ? La phrase resta en suspens dans l'air. C'était si spécifique, si bizarrement direct que mon cerveau mit une seconde à l'analyser. Des photos de nous, répétai-je. Nous ne sommes pas ensemble. Je suis ici en train de lire. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle, une lueur d'irritation dans les yeux. Genre si tu as pris une photo plus tôt ou si quelqu'un t'identifie sur un vieux truc. Juste. Ne le fais pas. Quoi ? Le mot sortit plat. Elle soupira. Le long soupir résigné que j'avais appris à connaître. C'était le préambule à son explication de la logique émotionnelle compliquée du monde à mon simple esprit linéaire. Marc sera là. Sarah a dit qu'il a demandé de mes nouvelles. Je veux juste. Je veux qu'il pense que je suis célibataire. C'est plus simple. La pièce semblait très silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur parut s'intensifier. C'est plus simple. Un souvenir fulgura, indésirable et brutal. 8 mois plus tôt, dans ce même salon, sa tête sur mes genoux alors qu'elle pleurait. Son père avait été hospitalisé, et le stress l'avait anéanti. J'avais annulé un week-end de pêche avec mon frère, un voyage que nous avions prévu depuis 6 mois pour rester avec elle. J'avais fait de la soupe, répondu aux appels frénétiques de sa mère, l'avait tenue pendant qu'elle tremblait. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, avait-elle murmuré, la voix rauque. Tu es mon roc. Maintenant, j'étais un rocher dans le courant de son récit, un rocher qu'elle devait cacher temporairement. Ça ne veut rien dire, continua-t-elle, prenant mon silence pour de la peine. Sa main tapota mon épaule. C'est juste pour ce soir. C'est juste pour voir sa réaction. C'est une bête histoire d'ego. Tu comprends, n'est-ce pas?
Les justifications semblaient être des répliques répétées. Juste pour ce soir. Juste pour voir. Ça ne veut rien dire. Mais cela voulait tout dire. Dans cette seule demande, elle avait dessiné une carte de notre relation. J'étais l'intérieur, le confort privé, le bruit de fond constant. Marc était le monde extérieur excitant, le public pour lequel elle voulait se produire. Et pour que la performance soit convaincante, le bruit de fond devait être réduit au silence. Je devais être effacé. C'est un peu bizarre, Chloé, dis-je, sans bouger, de me demander de prétendre que je n'existe pas. Son visage se durcit. Le masque inquiet tomba. Tu vois, c'est de ça que je parle. Tu en fais toute une histoire. Tu manques d'assurance. Ce n'est pas grave. Mon Dieu, ne peux-tu pas me laisser avoir une soirée sans tes histoires? Mes histoires? L'inversion parfaite. Sa demande de me cacher devenait ma faute de l'avoir remarqué. Son désir de se présenter comme disponible pour un autre homme devenait mon manque de confiance. Je la regardais vraiment, la robe parfaite, le maquillage méticuleux, les yeux brillants déjà du glamour réfléchi de la nuit à venir, de l'attention de Marc. Elle ne demandait pas la permission pour une petite tromperie. Elle me disait ma place. J'étais l'homme chez qui on rentrait, pas l'homme dont on était fier d'être accompagné. J'étais la sécurité, pas la passion. Je devais être gardé dans un tiroir en lieu sûr pendant qu'elle jouait avec un jouet plus neuf et plus brillant. Et dans ce moment de compréhension clair et froid, une paix étrange s'installa en moi. La confusion, l'anxiété qui couvait lentement depuis quelques semaines, tout s'évapora. Le chemin à suivre n'était pas un enchevêtré de conversations, de thérapies de couple et de tentatives de prouver ma valeur. C'était simple. C'était une seule ligne droite. Elle vit le changement dans mon expression. Elle prit l'extinction de la lumière dans mes yeux pour de la résignation. Elle se pencha et me donna un baiser rapide et sec sur les lèvres. Tout ira bien. Je serai à la maison pour 2 heures. Je t'aime. Elle se leva, lissa sa robe et attrapa sa minuscule pochette. Elle n'attendit pas de réponse. La porte se referma derrière elle avec un bruit définitif. L'appartement était silencieux, lourd du fantôme de son parfum et du poids de ses mots. Je restai assis là pendant 5 bonnes minutes, écoutant le bourdonnement vide de l'immeuble. Puis je fermai mon livre, le posai soigneusement sur la table d'appoint et me levai. D'accord, dis-je doucement à la pièce vide. C'était le dernier mot que je prononcerai jamais dans cet appartement en tant que son petit ami. La première chose que j'ai faite a été de sortir les poubelles. C'était mardi. Le jour des poubelles était le mercredi, et la poubelle était pleine. Cela semblait être le point de départ le plus banal et logique. J'ai noué le sac, l'ai transporté jusqu'à la benne sur le parking de la résidence, et j'ai remis la poubelle vide à sa place près de la porte. L'air de la nuit était frais, un contraste net avec la stagnation parfumée à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration. Plus de retour en arrière possible. De retour à l'intérieur, je n'ai pas nettoyé avec rage ni fait irruption dans les pièces. Je me suis déplacé avec une concentration silencieuse et chirurgicale. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti mes 2 grandes valises et un ensemble de cartons de déménagement que je n'avais jamais pris la peine de jeter après avoir emménagé avec elle il y a 18 mois. Prévoyance, pensais-je vaguement. La chambre était le cœur du problème. Notre chambre. J'ai commencé par le placard, un espace partagé qui était devenu une lente annexion de son domaine. Mon côté était ordonné, clairsemé, une rangée de chemises, quelques polos, des jeans, 2 ou 3 costumes dans des housses à vêtements. Son côté était une explosion de couleurs et de textures. Je n'ai pris que les housses à vêtements et les quelques chemises personnelles auxquelles je tenais. J'ai laissé les cintres. La commode fut la suivante. Chaussettes, sous-vêtements, t-shirts. Je n'ai pas fouillé. J'ai ouvert mes tiroirs et j'ai glissé leur contenu directement dans une valise. Sur le dessus, j'ai pris la petite boîte en bois que mon grand-père m'avait donnée. À l'intérieur se trouvait sa vieille montre, quelques pièces de monnaie étrangère et une seule photo de mes parents le jour de leur mariage. J'ai laissé la photo encadrée de Chloé et moi à la plage. La vitre était poussiéreuse. La salle de bain fut plus facile. Mon rasoir, ma brosse à dents, le déodorant sans parfum dont elle se moquait toujours. Une bouteille d'eau de Cologne à moitié vide.
J'ai laissé les serviettes assorties que nous avions reçues en cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai laissé le tapis de bain. J'ai laissé le shampoing cher qu'elle m'avait acheté et que je n'aimais pas. Dans le salon, j'étais le conservateur de ma propre vie. J'ai pris les livres qui étaient les miens, les faisant glisser soigneusement des étagères pour les placer dans un carton. J'ai laissé les best-sellers qu'elle avait achetés et jamais lus. Du meuble télé, je n'ai pris que ma PlayStation et les manettes, enroulant les câbles avec une efficacité exercée. J'ai laissé la télévision que nous avions payée à moitié. Ce n'était qu'un écran. Les films, les comptes de streaming, tous des fantômes d'une vie partagée que je n'habitais plus. La cuisine fut le plus difficile, non pas émotionnellement, mais logistiquement. C'était un paysage de biens enchevêtrés. J'ai ouvert les placards. Le bon couteau de chef était à moi, un cadeau d'anniversaire de mon frère. Je l'ai glissé dans son étui de protection et dans un carton. La poêle en fonte que ma mère m'avait donnée à moi. Je l'ai enveloppée dans un torchon et l'ai emballée. J'ai laissé la batterie de cuisine anti-adhésive que nous avions achetée ensemble. J'ai laissé les assiettes, les verres, le grille-pain. Du réfrigérateur, j'ai pris mon bocal de cornichons à moitié entamé, la bonne moutarde et le pack de 6 bières artisanales que j'avais acheté. J'ai laissé la bouteille de vin blanc qu'elle aimait, le yaourt qui était à elle, les restes de plat thaïlandais d'il y a 2 jours. C'est en me tenant dans la cuisine que je l'ai vue, la tasse à café. C'était une chose stupide et ébréchée, bleue avec le logo délavé d'un lac dessus. Elle venait du premier voyage que nous avions fait ensemble, une location de chalet pour le week-end au bord d'un lac. C'était ma tasse préférée. Elle la détestait. Elle est moche, disait-elle. Elle ne va avec rien. Pendant 1 an et demi, j'ai défendu son droit d'exister dans notre placard. Je l'ai prise. La céramique était fraîche. Je me suis souvenu de la brume sur le lac ce matin-là, du calme, du sentiment que je construisais une vie avec quelqu'un. Je l'ai retournée dans ma main. Puis j'ai marché jusqu'à la poubelle sous l'évier, le nouveau sac vide que je venais de placer, et je l'ai laissé tomber dedans. Elle a atterri avec un bruit sourd et final. Je n'avais pas besoin de totem d'un pays d'où je m'expulsais moi-même. L'acte physique fut achevé en moins de 2 heures. Les valises étaient près de la porte, les cartons empilés proprement à côté. L'appartement n'était pas saccagé, il était simplement édité. Ma présence avait été proprement et nettement excisée. Les espaces que je laissais derrière moi ne semblaient pas saccagés, mais en attente, comme des prises attendant des fiches qui ne viendraient jamais. Puis, le mot. J'ai trouvé une simple feuille de papier d'imprimante et un stylo. Je ne me suis pas assis. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine maintenant nu. Les mots sont venus immédiatement. Il n'y avait pas besoin de les façonner. Ils étaient la simple somme mathématique de son équation, maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant. Je n'ai pas signé. Mon nom serait ici une relique. Je l'ai placé exactement au centre de l'îlot de cuisine où elle le verrait dès son entrée. Je l'ai lesté avec la télécommande de la télévision, un symbole final et approprié du divertissement passif que notre relation était devenue. Le chargement de la voiture fut un soulagement physique et rythmique. Aller-retour de l'appartement du 2e étage à mon VUS sur le parking. Les valises, les cartons, la guitare du coin du salon. La voisine, Madame Dubois, a jeté un coup d'œil par sa porte lors de mon 3e voyage. « Vous partez en voyage, mon cher ?» demanda-t-elle, sa voix aimable. « Quelque chose comme ça, Madame Dubois, dis-je, offrant un petit sourire sincère. Passez une bonne nuit. » Le dernier carton rentra parfaitement dans le coffre. Je l'ai fermé. Je suis resté un moment à regarder la fenêtre de l'appartement. La lumière était allumée dans le salon, une lueur chaude et accueillante qui ressemblait maintenant à un diorama d'une vie passée. Je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de vengeance triomphante, juste un vaste calme vide. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté la place de parking. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Au premier feu rouge, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai désactivé le partage de position pour Chloé. Puis j'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai jeté sur le plancher du siège passager. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel que j'avais réservé en chemin, une chaîne propre et anonyme près de l'autoroute. Le réceptionniste de nuit n'a pas levé les yeux de son ordinateur pendant que je m'enregistrais. La chambre était beige et calme.
J'ai transporté mes affaires essentielles à l'intérieur, laissant le reste dans la voiture. J'ai pris une longue douche chaude, lavant les dernières traces d'air parfumé et la poussière du départ de ma peau. J'ai commandé un cheeseburger tard dans la nuit au service en chambre et l'ai mangé au petit bureau, en regardant l'autoroute silencieuse et striée de phares en contrebas. Puis j'ai dormi. Un sommeil profond, sans rêve et profondément paisible. Le genre de sommeil que l'on n'obtient que lorsqu'une terrible incertitude lancinante a été remplacée par une action claire et décisive. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Je n'ai pas imaginé son visage en voyant le mot. J'étais déjà parti. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h17 du matin quand mes yeux se sont ouverts une fois, brièvement. Une partie lointaine de mon cerveau, celle encore câblée sur de vieux schémas, a noté l'heure. Elle rentre à peine à la maison. Une boucle faible, presque imperceptible, a touché le coin de ma bouche. Puis je me suis retourné, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller raide de l'hôtel et je me suis replongé dans l'obscurité silencieuse et accueillante. La première vibration fut un bourdonnement doux et persistant contre la table de chevet en bois de la chambre d'hôtel. 2h41 du matin. Une lumière bleu pâle pulsa depuis l'écran de mon téléphone silencieux, projetant des ombres fantomatiques. Chloé. Elle dansa, puis s'éteignit. 10 secondes plus tard, elle recommença. Et encore. Je la regardais depuis le lit, appuyée sur un coude. Je ne l'ai pas pris. Chaque bourdonnement était un caillou jeté dans le puits profond et calme de ma sérénité, ne créant que la plus faible et la plus lointaine ondulation avant de disparaître. J'ai compté cet appel en 12 minutes. Puis une pause. Les textos commencèrent. Les notifications s'empilaient silencieusement. 2h53 du matin. Bébé, c'est quoi ça? Ce n'est pas drôle. 2h55 du matin. Où es-tu? Appelle-moi. 2h58 du matin. D'accord, tu réagis de manière excessive. C'était juste une nuit. 3h07 du matin. Tu fais ça sérieusement? Pour un malentendu. Je panique. 3h15 du matin. S'il te plaît, le placard est vide. Tes affaires ont disparu. Qu'est-ce que tu as fait? 3h22 du matin. C'est cruel. Parle-moi, c'est tout. Le langage était fascinant. Réagis de manière excessive. Malentendu. Cruel. La faute était déjà en cours de rédaction, le récit de sa victimisation prenant forme. Il n'y avait pas de « je suis désolé », ni de « ce que j'ai dit était terrible ». Juste une exigence que je corrige ma réponse disproportionnée à sa simple demande. Je me suis levé, j'ai préparé une tasse de terrible café de chambre d'hôtel et j'ai regardé l'aube se lever sur l'autoroute. Le téléphone finit par se taire. Le silence semblait être un espace physique que je pouvais habiter. Je savais que le moulin à rumeurs tournerait à plein régime. J'avais une personne à contacter, Benoît, mon plus vieil ami, qui n'avait jamais vraiment caché son aversion pour les histoires de Chloé. J'ai envoyé un seul texto. Moi, 8h17 du matin, j'ai quitté Chloé hier soir. Je vais bien. Je me fais discret. Tu entendras probablement des versions. Sa réponse fut instantanée. Benoît, putain. Le chat de groupe est déjà en feu. Sarah envoie des textos à tout le monde. Tu veux un résumé? Moi, seulement si c'est drôle. Benoît, c'est une tragédie, pour elle. Et puis il a appelé. Je l'ai mis sur haut-parleur, écoutant tout en déballant un carton de livres. D'accord, dit Benoît, sa voix un mélange d'inquiétude et de scandale joyeux. Alors Sarah est en mode gestion de crise totale, ce qui signifie qu'elle te rejette la faute sur tous ceux qui veulent bien l'écouter. Mais l'histoire fuite. Selon ma source, Maëva, qui était la mais déteste Sarah, voici ce qui s'est passé. Il prit une inspiration théâtrale. Chloé arrive en boîte. Mission accomplie. Marc est là. Elle fait le coup de la rencontre accidentelle. Il est partout sur elle et lui paye des verres, rit trop fort, toute la routine. Elle joue le rôle à la perfection, célibataire, insouciante, un trophée de retour sur le marché. J'ai aligné mes livres sur le bureau de l'hôtel, sans dire un mot. Alors, il danse, continua Benoît. Ça devient tactile. Sarah,
étant la pire coéquipière du monde, décide que c'est le moment. Elle marmonne à l'oreille de Marc, probablement pour rendre Chloé plus désirable. Tu n'as pas peur que son copain soit énervé? Je pouvais l'imaginer, la musique qui bat, les lumières colorées, le sourire suffisant de Marc se figeant sur son visage. Marc recule, dit Benoît, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Il regarde Chloé, et il dit à Maëva jure que c'est mot pour mot tu as un petit ami? Et Chloé, troublée, essaie de faire le coup du c'est compliqué. Mais Marc se met juste à rire. Ce petit rire froid et méchant. Il dit, c'est bordélique. Je ne fais pas dans le bordélique. Et puis et c'est la plus belle partie, il se retourne littéralement, repère une autre fille au bar et s'en va. Il l'a laissée seule au milieu de la piste de danse. Le karma était si précis que cela semblait poétique. Elle avait voulu se présenter comme célibataire pour l'attirer. Au moment où elle fut révélée comme n'étant pas célibataire, comme étant attachée, compliquée, elle devint sans valeur pour lui. Il ne la voulait pas, il voulait la conquête facile et flatteuse pour l'ego d'une femme célibataire. Le prétexte même qu'elle m'avait demandé de permettre était ce qui la rendait jetable à ses yeux. Elle a pété les plombs, apparemment, termina Benoît. A pleuré, a fait une scène. Sarah a dû la traîner dehors. Tout le groupe d'amis l'a vue. Maintenant, l'histoire n'est pas le petit ami de Chloé l'a abandonné. C'est que Chloé a essayé de rendre Marc jaloux et s'est fait larguer 2 fois en une nuit. Les gens l'appellent le double largage dans le chat de groupe. Dis-je, la voix plate. C'est tout ce que tu as à dire? Demanda Benoît, incrédule. C'est le résultat logique, dis-je. Elle voulait un jeu. Elle a trouvé un joueur. Il a changé les règles. Il y eut une pause. Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon ami émotionnellement compliqué, dit Benoît, mais il semblait soulagé. Je suis le gars qui n'est pas dans le chat de groupe, dis-je. Merci pour l'info. J'ai passé les jours suivants dans une bulle de productivité silencieuse. J'ai trouvé un appartement en location à court terme en ligne, un studio meublé avec vue sur les toits de la ville, et j'ai signé le bail. J'ai emménagé mes affaires. Le silence là-bas était le mien. Ce n'était pas le silence de l'absence, mais de la présence la mienne. Les appels de Chloé devinrent moins fréquents, mais plus structurés. Ils venaient par vagues, la vague suppliante, la vague colérique, la vague de négociation. Je n'ai jamais bloqué le numéro. Les voir arriver et choisir de ne pas répondre était sa propre forme de clôture. C'étaient des rappels d'un incendie dont j'étais sorti, entendant les cris de quelqu'un qui avait choisi de rester à l'intérieur. Les textos évoluèrent. Jour 2, 11h04 du matin, je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Ça me tue. S'il te plaît. Jour 3, 21h15, bien. Tu veux de l'espace? Prends-le. Tu réaliseras ce que tu as jeté. Jour 4, 15h30, nous devons parler de l'appartement, du bail, de nos affaires. Tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités. Ce dernier était un changement tactique, une tentative de m'attirer avec la logistique. J'avais déjà contacté le propriétaire, un homme décent qui avait tout vu. J'avais expliqué que j'avais quitté les lieux et que je renonçais à ma part de la caution. J'ai fourni ma nouvelle adresse pour toute correspondance formelle. Nos affaires étaient déjà juridiquement non pertinents. Je n'avais pris que ce qui était à moi. Puis les intermédiaires commencèrent. Sa sœur Léa appela l'après-midi du 5e jour. J'ai répondu, sachant que ce n'était pas Chloé. Et la voix de Léa était tranchante, sans préambule. C'est Léa. Écoute, ce que tu as fait était vraiment extrême. Je n'ai rien dit. Elle a fait une petite erreur, continua Léa, encouragée par mon silence. Une erreur de fille stupide et peu sûre d'elle. Et tu l'as juste abandonnée, tu as fait tes valises et tu es parti comme un voleur dans la nuit. As-tu la moindre idée de l'état dans lequel elle se trouve? Elle est en vrac. Complètement en vrac. Sois un homme et par lui. Donne-lui au moins une forme de clôture. J'ai laissé ces mots flotter dans l'espace numérique entre nous. Je pouvais entendre l'influence de Chloé dans chaque syllabe, la minimisation, petite erreur, l'infantilisation, erreur de fille, le transfert de la faute, sois un homme. Léa, dis-je, ma voix calme, presque conversationnelle. Il n'y a rien à discuter. Elle a eu exactement ce qu'elle voulait.
Qu'est-ce que ça veut dire, bafouilla-t-elle. Elle voulait être célibataire, l'interrompis-je, pas méchamment, mais avec une finalité qui ressemblait à une porte qui se ferme. Maintenant elle l'est. La conversation est terminée. J'ai mis fin à l'appel. Je ne ressentais pas de colère envers Léa. Elle était un soldat dans une armée dont je m'étais démobilisé. Ces mots étaient des balles destinées à une cible qui n'était plus sur le champ de bataille. Ce soir-là, le dernier texto de cette phase est arrivé. Il était long, un paragraphe de douleur frénétique et de flot de conscience. Jour 5, 20h42, je vois ce que tu fais. Tu essaies de me punir. Eh bien ça marche. Je suis puni chaque seconde. Tout le monde sait. Il se moque de moi. Marc ne répond même pas à mes textos. Mes propres amis pensent que je suis pathétique. C'est ce que tu voulais, me détruire? Je t'aimais. Je t'aime. Et tu es juste parti comme si je n'étais rien. Était-ce tout un mensonge? Attendais-tu juste une excuse pour partir? Je l'ai lu une fois. L'hypocrisie était à couper le souffle. Tu es juste parti comme si je n'étais rien. La projection était parfaite. Elle m'avait réduit à rien, à un secret non publiable, un personnage de fond, et était maintenant anéanti que j'ai accepté le rôle et quitté la scène. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de réponse à donner qu'elle entendrait. Toute réponse serait du carburant. Mon silence était le seul langage qu'il nous restait et que nous comprenions tous les deux. C'était le son d'elle faisant face aux conséquences vides et résonnantes de ses propres choix, complètement et totalement seule. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre de mon nouvel appartement. Les lumières de la ville s'allumaient, 1000 points de luminosité indépendants. Je n'ai pas vu son reflet dans la vitre. J'ai seulement vu l'espace calme et grand ouvert de l'avenir s'étendant, silencieux et mien. Les textos se sont raréfiés jusqu'à cesser. Les appels ont cessé. Pendant 3 semaines, il n'y a eu que le doux bourdonnement de ma nouvelle vie. J'ai commencé à fréquenter une autre salle de sport le matin. J'ai renoué avec quelques vieux amis, ceux qui s'étaient doucement estompés pendant l'ère Chloé. Je cuisinais des repas pour une personne et n'avais pas à me demander s'ils étaient impressionnants ou dignes d'Instagram. La paix n'était pas une absence de son, mais une présence de soi. Elle était solide. Je savais que la rencontre était inévitable. Notre ville n'était pas si grande, et j'avais gardé mes habitudes, juste dans des codes postaux différents. Je pensais qu'elle essaierait le vieux café, celui près de son appartement où nous allions tous les samedis. J'avais arrêté d'y aller. Mon nouveau logement avait un café perfectly acceptable à 2 rues de là, avec un expresso amer et des baristas qui ne connaissaient pas mon nom. C'était mon endroit maintenant. Mais j'avais sous-estimé son désespoir ou, peut-être, ses talents de chercheuse. Elle a trouvé le nouvel endroit. C'était un mardi matin, couvert. J'étais à une petite table près de la fenêtre, ordinateur portable ouvert, travaillant sur une proposition pour un projet en tant qu'indépendant qui m'excitait d'une manière que mon ancien travail n'avait jamais fait. J'étais en pleine concentration. Le monde se réduisait à l'écran et au goût du café. Le parfum m'a frappé en premier. Ce même parfum piquant et cher de cette nuit-là. Il a traversé l'arôme terreux des grains torréfiés comme un couteau. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai continué à taper, terminant une phrase. Julien. Sa voix était un murmure tendu, rauque d'avoir pleuré ou manqué de sommeil. J'ai terminé ma phrase, enregistré le document et fermé lentement le couvercle de l'ordinateur portable. Puis j'ai levé les yeux. Chloé semblait diminuer. L'aura méticuleuse et polie avait disparu. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches s'échappant. Elle portait des leggings et un sweatshirt surdimensionné qui avait peut-être été le mien autrefois. Ses yeux étaient creux, avec des cernes sombres en dessous. Elle tenait un gobelet à café jetable comme si c'était une bouée de sauvetage. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Une courtoisie publique. Elle s'y glissa, ses mouvements fragiles. « S'il te plaît » commença-t-elle, le mot jaillissant d'elle. « Nous devons parler. J'ai fait une erreur stupide, stupide. La plus stupide erreur de ma vie. » Marc ne signifiait rien. C'était un fantôme. Une idée. J'étais une idiote. Je manquais d'assurance.
J'écoutais, mes mains reposant sur l'ordinateur portable fermé. Je n'ai rien dit. Mon silence semblait lui arracher les mots plus rapidement. Je perds la tête, dit-elle, les yeux s'emplissant de larmes. L'appartement est si vide. Il résonne. Tout le monde parle de moi. Nos amis, ils ne me regardent plus de la même façon. Sarah ne répond même plus à mes appels. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'était un moment de folie. Et toi, tu es juste parti. Elle pleurait ouvertement maintenant, des larmes silencieuses traçant des chemins à travers un maquillage qu'elle n'avait pas pris la peine de bien appliquer. Elle tendit une main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Nous avions une vie. Nous avions des projets. Tu ne peux pas tout jeter à cause d'une chose horrible que j'ai dite. Les gens se disputent. Ils se blessent et ils réparent les choses. J'ai finally moved, me penchant en arrière sur ma chaise, brisant l'intensité de son regard. J'ai regardé par la fenêtre la rue grise, puis je suis revenu sur elle. Mon calme semblait être une vitre entre nous. Tu vas juste rester assis là, murmura-t-elle, une pointe de l'ancienne frustration perçant à travers les larmes. Après tout ce que nous avons eu? Tu es vraiment aussi cruel? J'ai dit que j'étais désolé. Que veux-tu que je fasse de plus? Ramper? Je suis en train de ramper. Sa voix avait légèrement monté. Une femme à la table voisine jeta un coup d'œil, puis détourna rapidement les yeux. C'était le changement. Le plaidoyer se transformait en exigence. La victime avait besoin de sa dose de résolution, et mon refus de la lui fournir devenait une nouvelle offense. J'ai parlé alors, ma voix basse, égale et claire. Elle ne portait aucune chaleur. C'était simplement une information. Chloé, dis-je, ce soir-là, tu m'as donné une instruction directe. Tu m'as demandé d'être invisible pour que tu puisses te présenter comme célibataire à un autre homme, pour te rendre disponible pour lui. Je t'ai entendu. Je t'ai comprise. Alors, j'ai honoré ta demande. Elle ouvrit la bouche pour interrompre, mais je continuai, le ton régulier ne laissant aucune place. Je l'ai honoré de façon permanente. La personne que tu cherches, le petit ami qui vivait dans cet appartement, qui t'attendait, qui était censé se cacher dans l'ombre de tes réseaux sociaux pour ta convenance, il n'existe plus. Tu l'as dissous. Tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner de l'espace vide où il se trouvait. Ce n'est pas, balbutia-t-elle, le visage pâle. Je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas que tu partes. Je voulais juste. Tu voulais juste un résultat spécifique, terminé-je pour elle. Tu voulais ta relation stable et le frisson de la chasse. Tu voulais ma loyauté et son attention. Tu voulais avoir les deux et que je sois complice de la fiction. Tu as demandé l'impossible, alors tu as obtenu l'inévitable. Elle me dévisagea, ses larmes séchant en traces salées et choquées. Le scénario était brisé. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je n'accusais pas. J'expliquais, comme un professeur examinant une expérience ratée. Ce que tu voulais dire n'a pas d'importance, Chloé. Seul ce que tu fais compte. Et à cause de ce que tu as fait, je n'ai absolument rien à te dire. Rien. Le mot était un hoquet étranglé. Pendant des années? Et tu n'as rien à dire? Correct, dis-je en hochant légèrement la tête. La conversation est terminée. Elle était terminée au moment où tu as quitté cet appartement. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai tourné la page. Tourné la page? Un rire amer et brisé lui échappa. Vers quoi? Vers ça? Elle fit un geste vague vers le café, mon ordinateur portable, mon pull simple. Tu es seul dans un nouveau quartier à travailler comme indépendant. C'est ça, tourner la page? C'est juste fuir et appeler ça du progrès. Je n'ai pas réagi. J'ai même souri. Une petite chose faible qui ne contenait aucune chaleur pour elle. C'était un sourire pour ma propre réalisation privée. Ma paix n'est pas une performance que tu dois noter, Chloé. Tu ne définis plus mon progrès. Tu es une spectatrice maintenant. Et franchement, tu n'es même pas ça. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis levé. J'ai une réunion. C'est mon café. Ne reviens plus ici. La finalité de la chose, la banalité totale de la raison, j'ai une réunion, la laissa sans voix.
Elle s'était préparée à un affrontement épique, à des douleurs projetées, à une scène finale dramatique. Elle fut accueillie par un renvoi poli, comme si elle était une vendeuse qui avait appelé au mauvais moment. Alors que je me tournais pour partir, elle trouva une dernière poussée de venin, les vraies couleurs perçant à travers la façade dévastée. « Tu es un lâche » siffla-t-elle, sa voix basse et tendue. « Tu l'as toujours été. Tu ne pouvais pas gérer une vraie relation compliquée. Tu te fermes et tu fuis. Tu mourras seul et en sécurité, et ce sera si ennuyeux. » Je m'arrêtai, la regardant de haut. Il n'y avait pas de colère en moi, seulement une clarté profonde, presque apitoyée. Tu confonds le drame avec la profondeur, Chloé, et tu prends la sécurité pour de l'ennui. La vie que je construis n'est pas faite pour que tu en sois témoin ou que tu l'approuves. Elle est simplement la mienne. Au revoir. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai fait un signe de tête au barista et je suis sorti dans la rue. Le ciel couvert s'était dégagé, et un unique et brillant rayon de soleil tombait sur le trottoir mouillé. J'ai tourné à gauche vers le parc de la Tête d'Or, pas vers mon appartement. J'avais besoin d'air. Mon téléphone dans ma poche vibra une fois. Je n'ai pas vérifié. Cela n'avait pas d'importance. L'hameçon avait disparu. Le poids avait disparu. Son parfum se dissipait déjà de mes sens, remplacé par l'odeur propre et lavée par la pluie de la ville. J'ai pensé au placard vide, aux mots sur le comptoir, à l'obscurité de la chambre d'hôtel. J'ai pensé à la tasse bleue ébréchée dans la poubelle. J'ai pensé au calme de mon nouvel appartement, au silence qui n'appartenait qu'à moi. Une ligne d'un livre que je lisais me vint à l'esprit, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. J'ai enfin compris. Je ne détestais pas Chloé. Je ne lui souhaitais aucun mal. J'étais simplement, complètement libre. Elle était un chapitre qu'on avait lu, absorbé et refermé. L'histoire continuait, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité à l'idée de tourner la page et de voir ce qui allait suivre, tout seul.